Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA podcast. On se retrouve encore une fois pour un nouveau post-mortem, vous le savez. Ce sont ces épisodes pendant lesquels on tire le bilan de la saison de tous les éliminés pendant les playoffs. On remonte petit à petit et on s'achemine tranquillement mais sûrement vers la fin du premier tour. Et oui, ça prend du temps, beaucoup d'équipes éliminées pendant ce premier tour. Aujourd'hui, on va parler peut-être d'un des très rares post-mortem positifs, celui des Kings. Pour m'accompagner déjà, il est tout le temps avec moi là, au matin, le matin, heure française, pardon. C'est Amine. Comment ça va, Amine? On digère de plus en plus le Sixers, mais il arrive, donc je pense que tu te prépares là, petit à petit. Ouais, l'avantage du temps qui passe, c'est aussi de mettre un peu plus d'eau dans son vin et d'être un peu moins violent peut-être que je l'aurais été si on l'avait fait tout de suite. Mais là, on va parler des Kings, donc c'est bien. En plus, ça rajoute du positif et tout, c'est cool. Effectivement. Et avec nous, pour compléter l'équipe, le fan numéro 1 de D'Aaron Fox dans l'équipe d'Unkebdo, je pense. En tout cas, son fan le plus hardcore, c'est Gabin. Comment ça va, Gabin? Ça va très bien. Et si je tourne pas le matin, d'habitude, c'est parce que je dors. Là, déjà, je me suis levé à 8 heures pour enregistrer un podcast. Vous êtes très chanceux. Ouais, c'est incroyable. Ah, tu C'est sais, incroyable. j'avais calculé l'année dernière, je pense que j'ai enregistré à toutes les minutes d'une journée. Je Non, mais là... pense. Je- donc, effectivement, le réveil matinal, tu verras, c'est comme le footing du matin. Au fil de l'épisode, tu seras de plus en plus en forme. Mais sur le début, ça sera peut-être un peu difficile. Alors du coup, comme d'habitude, on vous rappelle de nous suivre sur Twitter, mais également sur les plateformes de podcast. En ce moment, le Dunk Hebdo NBA Podcast, c'est un épisode tous les 2 jours. En ce moment, sachant que les finales de conférence battent leur plein, on est plus sur du post-mortem, donc n'hésitez pas. On a reçu quelques commentaires positifs par rapport au post-mortem. On voit que vous aimez, donc on va continuer. On espère que vous allez apprécier également celui-ci. Mon introduction des Wolves était très très longue, Amine, donc là je vais faire plus court aujourd'hui. On va démarrer, on va parler des Kings. Bilan de 48 victoires pour 34 défaites sur la saison régulière. Première attaque, 25e défense selon Cleaning de Glass. Éliminé donc au premier tour en 7 malgré l'avantage du terrain contre les Golden State Warriors. Allez Gabin, tu as fait l'effort de te réveiller, je vais commencer par toi. Est-ce que la saison des Kings est réussie? C'est la première question comme d'habitude de ces post-mortem. La saison est largement réussie. Parce que je pense que l'objectif, le grand objectif, c'était d'atteindre les playoffs. Ce qu'ils ont fait assez facilement, en fait. Ils sont allés chercher un avantage du terrain pendant toute la saison. Ils se maintenaient deuxième. On commence à se dire, ah, ils vont réussir à chercher les Nuggets. Finalement, une troisième place très honorable. Donc l'objectif de la saison, oui, c'était d'atteindre les playoffs et de faire un premier tour. Maintenant, je... en fait, l'année dernière, l'objectif, c'était d'aller faire les playoffs. Je trouve que on a accepté un peu trop facilement leur défaite. Ça veut dire que une fois arrivé en playoff, j'ai vu beaucoup de monde dire ah bah maintenant qu'on est là, c'est que du bonus, on a eu ce qu'on voulait. Il y a quand même des regrets sur la série face aux Warriors parce que tu peux les prendre. En face, ils étaient pas en place et on l'a vu au tour d'après de toute façon que l'équipe des Warriors ne pouvait pas aller très loin. Tu prends 2 games à la maison, finalement t'arrives à perdre la série. T'as le match 4 avec le fameux shoot de Harrison Barnes qui aurait pu totalement renverser la série en 3-1 face aux anciens champions en titre. Le match 5 il est serré et après le match 6 tu le gagnes mais le match 7 tu te prends un joueur top 5 DH20 qui commence à s'énerver et il manquait peut-être ça aussi, cette superstar capable de mettre en fait 50 points dans un Game 7. Donc, l'objectif de base largement atteint, mais on aurait pu se dire que cette équipe pouvait aller un peu plus loin. Est-ce que tu as le même constat, Amine, c'est-à-dire une saison régulière plus que réussie? Rappelons, hein, leur over-under avant le début de la saison était à 34,5. Hein. Ils ont donc gagné 13 matchs et demi de plus, 14. Donc très très fort. Mais est-ce qu'il y a peut-être cette légère déception à la fin? Personnellement, non. Personnellement, non, parce que je trouve qu'on part de tellement loin avec Sacramento que ce qui a été fait cette saison est exceptionnel. Je crois qu'on se rend pas compte à quel point comment dire, ce que les supporters des Kings ont subi pendant toutes ces années, je pense qu'ils peuvent largement se satisfaire de ce qui s'est passé cette saison. Déjà, on se moque plus du tout de Sacramento. Euh, ça a commencé par l'arrivée de Mike Brown, qui a effectué un travail remarquable. Il a su utiliser
tous les points forts de son équipe. Que ce soit à travers les dribble and-off de Sabonis, que ce soit à travers les drives à outrance et ultra efficaces, surtout cette année, de De'Aaron Fox. Pour compléter ça, un spacing parfait pour optimiser ce duo, jeu rapide, hyper fort sur les cuts. Franchement, le travail de Mike Brown a été exceptionnel. Il a créé une attaque tellement élite que ça a compensé, donc en saison régulière, une défense qui est faible, principalement dû au profil justement de Sabonis. On peut ajouter plein de choses à ça, même le front office a hyper bien travaillé, les très jolis coups de faire signer Werther, qui a été hyper important aussi avec son duo avec Fox dans le 5 majeur, de Monk en 6e homme. Les deux sont bien mieux utilisés qu'ils n'avaient été auparavant, donc ça c'est encore à mettre au crédit de Mike Brown. La draft, tout le monde avait beaucoup de questions sur le fait de choisir un joueur plus âgé, justement. Keegan Murray est un joueur qui est titulaire en playoff et ça ne choque pas grand monde. Alors, il y a encore du travail à faire. C'est un bon défenseur sur l'homme, mais il est un peu moins concentré, on va dire, sur la navigation des écrans, tout ça. Mais c'est encore un jeune joueur et il peut avancer et il complète le spacing. Il y a même eu des petits moves à la marge comme ça à la deadline. Tu récupères Kessler Edwards, qui est un joueur intéressant aussi. Moi, je trouve que c'est une saison exceptionnelle. Saison magnifique de Sabonis, saison magnifique de De'Aaron Fox. Je souhaite féliciter Gabin qui l'avait prévu All-Star au début de saison et il est même All-NBA. Donc j'avais juste une petite citation pour préciser sur Fox. Les amateurs de dessins animés des années 80-90 aimeront, c'est renard sacripant, piquant de loin, rusé de près. J'ai pas la référence. Je vais devoir aller sur Google. J'ai pas la référence. C'est un dessin animé qui s'appelle Renard Chenapan. Tu verras. Ah bah, avec une chanson mémorable. Et ben après l'épisode, j'irai voir ça. Effectivement, là, je me suis senti jeune. C'est assez rare en ce moment. Que dire après vous? Je pencherai peut-être plus du côté d'Amine pour une raison. C'est parce qu'en fait, sur le fil de la série, il faut pas oublier que ces Kings-là, ils vont gagner un match 6 à Golden State, en fait. Et ça, c'est assez D'abord, faut le souligner parce que c'est très fort. Franchement, après le match 5, tout le monde les voit perdre le 6 à Golden State. Ils ont le courage et ils ont le cœur pour le faire. Et ça a l'image comme vous l'avez dit, une saison régulière ultra bien réussie, une attaque très bonne, mais une attaque historique presque, effectivement. Et puis, ce sérieux de Mike Brown, moi j'étais assez sceptique et Mike Brown a su s'adapter à son effectif alors que c'est un coach qui a une mentalité défensive. Donc je pense que c'est réussi parce qu'en fait, si on ne leur donne pas le gage de réussite à eux, on le donnera à personne, je pense, sous prétexte que tout le monde perd à un moment. Donc, saison ultra réussie. On va y revenir. Est-ce qu'elle sera possiblement... Est-ce qu'on peut la reproduire? Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une saison régulière où ils ont leur 5 qui a pratiquement pas eu de blessure. Je veux dire, 54 matchs ratés pour cause de blessure. Plus bas total de la ligue. Donc bon, il faudra voir. Mais pour moi, la saison est entièrement réussie et peut-être la plus réussie de tous nos post-mortem. En fait, pour moi, ça se bat entre eux et les Knicks, l'épisode Knicks qu'on va bientôt faire. C'est entre ces deux équipes-là. Je pense qu'on est sur les post-mortem les plus positifs. Quelque chose à rajouter sur leur saison, les gars, avant de continuer? Les journalistes sont d'accord avec nous pour dire que c'est une saison largement accomplie. Quand tu as 2 All-Stars, 2 All-NBA First Team, Keegan Murray, All-Rookie First Team, plus Mike Brown, coach de l'année. Et il me semble, j'avais pas noté Karnisovas, exécutif de l'année aussi, je crois. Ah, mon petit McNair, ouais. Oui. Ouais, McNair. C'est exceptionnel. En plus, il y a eu une sorte... Pour parler du hors-terrain, il y a eu vraiment un engouement autour de cette équipe. Tout le monde voulait les voir gagner. Ils ont ramené la hype avec Light de Beam. T'avais 50 Cent qui venait les voir à l'entraînement. Enfin, il y a vraiment eu quelque chose avec cette équipe. C'était vraiment l'équipe darling de cette saison que tout le monde voulait voir gagner. Et j'espère que ça va continuer parce que les fans des Kings le méritent. Ils ont assez souffert, quoi. Franchement, j'avais quel âge la dernière fois qu'ils étaient allés en playoff? C'était quoi, 2006? Bah, j'avais 5 ans, quoi. Donc, c'est une éternité. Je passais mon bac. Quelque chose à rajouter, Avin, avant qu'on continue sur la suite pour ces Kings? Non, t'as dit ce que je voulais rajouter, c'était ne pas sous-estimer le fait qu'ils ont été très épargnés par les blessures. Mais je pense qu'on y reviendra aussi sur la suite, justement.
Se pose donc du coup la question du projet, les gars. Et la question du projet, elle est fascinante pour cette équipe parce qu'on est dans le cas de figure où on a une jeune équipe qui a performé. Alors certains diraient surperformé, ça c'est un débat qu'il faudra peut-être avoir. Mais on est à cette intersaison où il y a deux routes qui s'offrent à nous. Hein. Soit on est dans une approche, je vais l'appeler Cleveland peut-être, ou Minnesota, où on va aller directement partir du principe que cette saison, c'est 80% de ce qu'on vaut. Et donc, allons-y, allons échanger des choix de draft, investissons pour jouer, trouver un autre joueur à mettre et continuons sur cette lancée. Où il y a une route qui est de moins en moins empruntée, c'est celle de la constance et de re-signer certains joueurs et peut-être d'aller sur certains ajouts. Amine, d'abord, où sont-ils dans le projet et qu'est-ce que tu ferais? Très, très, très longue question. Déjà, je pense que on a effectivement une excellente base pour construire, avec un groupe en plus qui a l'air super soudé. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir les résultats terrain, tu as vraiment cette sensation du groupe hyper soudé autour de son coach, justement, avec de l'avenir. Donc ça, c'est hyper positif. Maintenant, ce qui peut paraître comme les points négatifs, l'avantage, c'est que comment dire, les défauts de cette équipe, ils sont assez facilement identifiables. Est-ce que ça veut dire que c'est facile à résoudre? Ça, c'est un autre problème qui est beaucoup plus important. Mais l'ajout que tu as apporté Sabonis et qui a rendu probablement, qui a offert ce plancher incroyable à cette équipe, c'est aussi ton problème, malheureusement. C'est-à-dire que n'est pas Jokic qui veut, il n'est pas assez élite dans son style de jeu pour compenser sa défense beaucoup trop perméable. Il y a un problème au niveau de la protection de cercle du côté de Sacramento. L'attaque qui est totalement élite a permis de compenser ce problème. Alors, c'est pas non plus le pire protecteur de cercle de la ligue, c'est juste que c'est moyen moins, on va dire. C'est difficile pour Sabonis de jouer en drop et le personnel autour n'est pas adapté si tu veux, par exemple, jouer en edge. Donc, on est dans des situations où la construction d'équipe, elle est autour de ça. Comment, c'est-à-dire même avec Nikola Jokic qui ont un peu le même profil finalement, Sabonis est une sorte de Jokic du pauvre, on va dire. Comment réussir à compenser ce que t'apporte Jokic, parce que on a vu justement en saison régulière, ça ne pose pas trop de problèmes, mais en playoff, ça ne n'ira jamais très très loin si tu n'as pas cette défense à minima average. Donc c'est une des grosses choses qu'il va falloir surveiller. Néanmoins, après, il y a des choses qui sont très positives. Le cap pour l'année prochaine, il est à 107 millions avant d'éventuelles prolongations, donc 23 millions sous le cap projeté pour l'année prochaine. Donc déjà, t'as une équipe qui a fait une très belle saison et tu as du cap. Il leur manque pas beaucoup de pics, il y a que le 2024 qui manque. Donc tu as les moyens peut-être pour construire quelque chose d'autre. C'est vrai que se pose, moi je vous avoue les gars, on va continuer. Je me pose vraiment la question aussi peut-être de l'attaque en playoff. Alors, je vais m'expliquer. Si l'objectif, et je te relancerai sur ça, Gabin, si l'objectif à moyen terme, c'est de passer un tour de playoff, voire deux, cette attaque basée sur des end-off, j'ai l'impression qu'elle a un peu montré ses limites sur certaines séquences en playoff. Comme tu l'as dit, Amine, c'était l'équipe numéro 1 au niveau des end-off. Ils en jouent sur presque 10% de leur possession, et c'était l'équipe qui était deuxième en termes d'efficacité en saison régulière. L'efficacité s'est effondrée en playoff, et le meilleur exemple de ça, c'est Kevin Huerter, je vais y arriver. On parle d'Atlanta, du coup, j'ai des reflux. Kevin Huerter, qui était numéro 1 en NBA au niveau des end-off, sur la saison régulière, qui était ultra efficace et qui s'est lui aussi complètement effondré sur les playoffs. Donc moi, j'ai une question sur l'attaque aussi, mais effectivement, le chantier principal, c'est la défense. Du coup, Gabin, est-ce que c'est ça, trouver quelqu'un en défense, mais est-ce qu'on va investir beaucoup pour cette personne ou est-ce qu'on va rester rationnel sur l'investissement? Bah, il y a un choix qui se fait pour cette personne, c'est est-ce que on reprend Harrison Barnes, qui est en fin de contrat, du coup, on prend les mêmes et on repart, ou est-ce qu'on remplace Harrison Barnes justement par ton joueur? Sauf qu'il faudrait quelqu'un qui soit élite défensivement sur les ailes, capable de défendre sur les petits comme sur les grands. Quelqu'un qui puisse te remplacer les 15 points par match de Harrison Barnes, si possible avec des 3 points, mais s'il peut créer son propre shoot, c'est encore mieux. Et tout ça pour 25 millions. Ah, et j'ai pas rajouté,
s'il peut être dans la même timeline que le reste de l'équipe, donc c'est-à-dire avoir un joueur à peu près de 25 ans, c'est parfait. Mais ce joueur-là, je pense que ça va être compliqué. Par trade, c'est possible, mais je trouve que les Kings n'ont pas assez d'assets à proposer. Voilà, ils ont à la draft, ils ont le 24e choix 2023. Ensuite, ils peuvent pas trader leur first parce que le 2024 est à Atlanta, donc ils peuvent trader le 2026. En joueur, il n'y a pas forcément de joueurs que tu n'as pas envie de garder et qui ont une valeur, parce qu'à mon avis, tu veux repartir avec Fox, Werther, Keegan Murray et Sabonis. Donc en fait, il te reste 25 millions si tu ne prends pas tes joueurs sous Caples. Il te reste à peu près 25 millions pour trouver un joueur à la free agency. Mais cette free agency, j'ai noté des noms, ça me semble hyper compliqué. T'as Draymond Green, par exemple, m'insultez pas. Player option, à mon avis, il va la prendre. Rui Hachimura, ça peut être intéressant, mais restricted free agent, les Lakers, vu les playoffs qu'il fait, vont le garder. On peut avoir Dylan Brooks, Chris Middleton, qui a une player option, qui va la prendre. Naz Reid, c'est pas forcément une plus-value au global par rapport à Harrison Barnes. T'as Josh Hart, qui a une player option. Torrey Craig, t'as Jeremy Grant, que tu vas devoir surpayer. Gary Trent Jr., qui est pas vraiment un 3. Donc en fait, il y a des noms qui me donnent pas une énorme satisfaction. Dans l'état, est-ce que c'est pas mieux de reprendre Harrison Barnes et d'être sûr de ce qu'on va avoir, parce qu'on a vu le niveau plancher de cette équipe, et de ensuite, si on a une opportunité trade, d'aller les chercher. Parce que par exemple, les joueurs que j'ai notés qui sont sur le marché des trades et qui colleraient parfaitement à cette équipe, c'est en 1 OG Anunoby. Ça peut être incroyable, je pense, parce que c'est le meilleur défenseur sur les ailes. Et il pourra te mettre 15 points par match à 3 points sans trop de soucis. Mikal Bridges, c'est encore mieux parce que il a vraiment la capacité à créer son shoot et ça peut être la troisième option défensive. Ou sinon, on peut avoir Darian Finney-Smith, Reggie Bullock. Mais il y a d'autres équipes, je pense aux Blazers par exemple, qui ont un pick 3 de draft, qui auront plus en fait d'armes pour aller chercher ce genre de joueurs. Les Kings, je vois pas vraiment ce qu'ils peuvent lâcher. Ou alors on fait comme les Warriors avec D'Angelo Russell, c'est-à-dire qu'avec tes 25 millions, tu prends le meilleur joueur, le joueur avec le plus de valeur à la free agency, et tu sais que à la mi-saison, tu transfères. Moi, ce que je me pose comme question, les gars, c'est est-ce que les Kings sont déjà dans cette fenêtre-là? Parce qu'en fait, on le sait que OG ou Mikal Bridges, ça va partir en vente aux enchères, visiblement. Alors, Mikal Bridges, on vous renvoie au post-mortem net. Il y a la question tout simplement de est-ce qu'il sera disponible. OG Anunoby a l'air d'être disponible et je tiens toujours à me méfier des joueurs qui sont disponibles depuis plusieurs fenêtres, soit de free agency, soit de trade deadline, parce que ça veut dire qu'en gros, il y a une espèce de décalage entre le prix qui est demandé et le prix qui est offert par les autres équipes. Et les autres équipes jugent assez bien, donc je me méfierai. Et moi, je me demande, je crois, là où ce sont des profils qui répondraient à des besoins, je sais pas si dans leur timeline et dans le moment du projet, ils sont au moment où il faut mettre 3 premiers choix de draft sur OG Anunoby. Déjà, le concept de autant sur OG Anunoby, moi, reste ultra douteux, voire frauduleux pour moi. Mais je suis pas sûr qu'ils soient à ce moment-là. En tout cas, peut-être qu'ils vont le penser, mais moi, je le pense pas. Amine, qu'est-ce que t'en penses de ce genre de possible trade pour eux? Je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, pour moi, la timeline, elle en est pas là. Tu sors de ta saison rédemption, entre guillemets, et je pense que les ajustements doivent plus être faits à la marge, aller chercher des petits manques pour peut-être rendre plus valuable défensivement sans pour autant. Moi, j'attends pas que les Kings la saison prochaine ce soit une top 10 défense. Hein. Je veux juste qu'ils soient plus valuable défensivement, avec peut-être des profils qui accompagneront mieux Sabonis. Le problème, c'est que quoi qu'il arrive, il faudra que ce soit aussi des bons shooters. Donc tout de suite, ça crée parce qu'avec ce système, le spacing, les trois autour de Sabonis et Fox, il faut à tout prix qu'ils sachent bien shooter parce que sinon tout le système s'effondre en quelque sorte. Et du coup, ça sera pas forcément facile. J'imagine aussi que ça sera très intéressant de se positionner sur un backup au poste de pivot justement. Et justement, tu parlais tout à l'heure de Naz Reid. Je trouve que les Kings devraient être une des équipes qui devrait se positionner sur Naz Reid. Et comment dire ? En fait, l'année prochaine, pour moi,
les Kings, ils doivent essayer de répondre à la question, est-ce que Fox, et pas Sabonis pour le coup, moi je pense que Sabonis a atteint un niveau très fort, mais je vois mal comment ça peut s'améliorer beaucoup plus. Est-ce que Fox peut passer ce cap supplémentaire pour être une vraie superstar, pour porter cette équipe, en ajoutant de la régularité sur du pull-up, de la régularité sur du 3 points tout court, j'ai envie de dire, améliorer le passing et développer un très bon jeu demi-terrain. C'est beaucoup lui demander, mais il a déjà fait beaucoup de progrès, Fox, et on a vu certaines choses qu'on n'a plus revues depuis, notamment sur sa saison sophomore où son passing était fantastique et que je trouve un peu moins bon depuis. Et j'ai envie de me dire, c'est le test pour dire, allez, De'Aaron Fox, est-ce que tu es un joueur, on va dire, top 10 DH20, ça va être compliqué, mais top 15 DH20, quoi. Est-ce que tu es ce joueur top 15 DH20 affirmé et sur lequel on peut compter pour essayer d'aller au moins en finale de conf, quoi. Vous entendez beaucoup DH20, DH20. Si vous nous découvrez le classement des 20 meilleurs joueurs NBA, n'hésitez pas à aller le consulter. Celui de l'année dernière sera un petit peu daté maintenant, mais on va le remettre à jour bientôt. Je suis assez d'accord sur ça. La saison prochaine, c'est un peu un référendum. Qu'est-ce qui était réel dans cette saison-là, en fait? Le seul problème est que la plupart des équipes NBA n'attendent pas. Et avant de relancer Gabin, je trouve ça très marrant que tu parles de Naz Reid, parce que je me suis fait la même réflexion et en fait, du coup, j'ai cherché en préparant le podcast absolument tous les articles possibles et imaginables qui parlent des cibles à la free agency pour les Kings, citent Naz Reid. Tous. J'ai écouté un podcast avec aussi Jerry Reynolds, qui est l'ancien coach des Kings, parler de Naz Reid. Ils veulent tous Naz Reid, je pense. Donc, je pense que c'est une piste qu'il faudra exploiter. Et Naz Reid pourrait peut-être offrir cette possibilité de faire jouer Sabonis, peut-être associer les deux sur courte séquence pour voir. On ne sait pas trop. Ça, je suis pas convaincu pour le coup. Ouais, ça, c'est un peu plus compliqué. Du coup, T'en penses quoi, Gabin? Tu avais lancé cette idée du trade, et puis qu'est-ce qu'il faudrait aller chercher cet été du côté des Kings si on ne décide pas de mettre un coup d'accélérateur? Bah, si on met pas de coup d'accélérateur, on reprend les mêmes. C'est-à-dire, tu reprends Harrison Barnes qui est dans ton Capolds, tu reprends Terrence Davis, Alex Len, tu peux trouver un remplaçant, et après Richaun Holmes, il fait plus vraiment sens dans le projet, j'ai l'impression que tu peux le transférer. C'est le seul mec qui pourrait transférer, mais le problème, c'est que c'est un point mort Ouais. actuellement. C'est ça. Parce que je me suis dit, quand je recherchais des trades à faire, en fait, t'as que Richaun Holmes que je peux laisser partir sans souci, mais pour qui, quoi? Qui a envie, Je crois qu'il y a Lyles à prolonger aussi. Ouais. Et pour le coup, il fait une très bonne saison, donc il faudrait le prolonger. Après, tu as une team option sur Davion Mitchell à 7 millions. Je pense que tu dois la prendre. Oui. Donc, c'est intéressant. Ouais. C'est pas cette année que le gros chantier doit se faire, sauf si tu veux mettre ton coup d'accélérateur et prendre un ailier élite. Mais comme j'ai dit, là, c'est hyper compliqué parce qu'il faut trader et t'as rien. Et donc, ouais, on peut refaire ça, en fait. Reprendre quasiment les mêmes et voir quel est le vrai plafond de Fox. Voir, en fait, si c'est... est-ce que ça va rechuter comme les Knicks il y a 2 ans? Est-ce que c'était une saison surprise? Et ça peut être le cas vu que c'est quand même une saison parfaite. Comme vous l'avez dit, le 5 de départ, il a joué 63 matchs ensemble. On n'est pas à l'abri d'une saison plus compliquée l'année prochaine si, imaginons, Fox vient à louper 15-20 matchs ou Sabonis. L'attaque, en plus, elle est dépendante de ces deux joueurs. Donc, c'est vrai que ça peut être intéressant, avant de tout péter, de voir ce que ça peut donner une deuxième année de ces Kings-là. Maintenant, quand on parlait d'un protecteur de cercle, par exemple, rajouter de la défense sous ce secteur-là, je pense que n'importe quel défenseur, peu importe son rôle, peut être essentiel à cette équipe, parce qu'en fait, c'est la 26e défense sous le cercle, la 24e défense à mi-distance, la 26e dans la défense à 3 points. Donc en fait, tu as des besoins partout, et par exemple, si tu prends un ailier ou un poste 1-2 à la Marcus Smart, ça peut quand même résoudre des besoins essentiels. Donc dans un premier temps, peut-être essayer de trouver les solutions les moins chères, enfin les meilleurs défenseurs moins chers à la free agency. Est-ce que se posera pas aussi la question de, je vais reprendre un grand penseur du basket, Tom, qu'on salue, sur la notion de
construire une équipe sur un déséquilibre. Moi, j'ai peur que s'ils investissent... Alors, Mm. je mets le poste de backup pivot un peu... J'exclus le poste de backup pivot de cette réflexion parce que globalement, ton backup pivot, il aura peu d'impact sur ton attaque. À part si tu commences à jouer des finales de conf, etc. Mais je pense pas que les Kings aient cet objectif-là. Le truc, c'est que si tu rajoutes, je pense, des défenseurs, il faut garder cette attaque élite à tout prix. Donc, trouver des défenseurs qui aient la capacité avoir un impact aussi offensif. Et là, on est peut-être sur des gammes de joueurs qui seraient un petit peu chers pour eux. Amine, quelque chose à rajouter? Oui, nous n'avons pas, pour les auditeurs qui suivent la trame, nous n'avons pas du tout respecté sur cet épisode, mais bon, passons. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter au niveau des cibles? J'ai l'impression qu'on est tous d'accord pour garder Harrison Barnes, alors que par exemple, c'est un sujet qui a l'air, c'est peut-être le sujet de l'été du côté des Kings. Dans l'idéal, tu le gardes en espérant une ristourne, j'ai envie de dire. Alors, le problème, c'est que c'est un joueur qui c'est pas sûr qu'il l'accepte la ristourne parce qu'il trouvera un contrat ailleurs. Même avec ses limitations, c'est un profil que beaucoup d'équipes sont prêtes à payer pour l'avoir dans le roster. Mais dans l'idéal, ouais, tu le payes un peu moins cher. Mais je pense, oui, que quoi qu'il arrive, tu le re-signes. De toute manière, même si ça ne marche pas avec lui, ça te laissera une bonne marge d'ajustement parce que, comme je viens de le dire, s'il se présente à l'AFA, c'est pareil sur le marché des trades. Tu trouveras une équipe qui sera intéressée par Harrison Barnes. Donc, tu pourras aussi le trader, récupérer d'autres assets. Moi, je trouve, oui, prolonger. Moi, en priorité, ouais, je prolongerai Harrison Barnes, je prolongerai Trey Lyles, comme je l'ai dit aussi. Et puis, je mettrai la bonne extension aussi à Sabonis parce que il la mérite. Il est All-NBA, mais lui, comme avec, on parlait de Tom à l'instant, je vais reparler de lui, comme j'ai eu une discussion avec lui sur Sabonis. Contrairement à Jaylen Brown, vu qu'il n'est pas dans l'équipe qui l'a drafté, ni dans l'équipe qui l'a récupéré en trade pendant son contrat rookie, il ne pourra pas bénéficier du Supermax parce qu'il a été All-NBA. Il aura juste le droit à ces fameux 140% du cap qui seront dans le nouveau CBA. Ce qui expliquait pourquoi beaucoup d'experts capologistes expliquaient que Sabonis va probablement refuser l'extension qui va lui être proposée cet été. Et aller à l'AFA. Ouais, et l'année prochaine, il aura beaucoup. On parle en dizaines de millions de dollars de différence sur un potentiel contrat. Donc effectivement, je pense qu'ils vont faire ils vont forcément lui offrir le contrat, mais je pense que du côté de Sabonis, après cette saison-là, on ira le refuser. Quelque chose à rajouter, les gars? J'ai déjà fait ce constat. Quand les post-mortem sont positifs, on finit plus tôt. Les gars, pourquoi? Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter de votre côté? Je relis globalement mes notes. Moi, j'avais vraiment mis en exergue, les gars, il faut du rebond, de la défense. Et ouais, du rebond et de la défense. Vraiment, il leur faut absolument du rebond. On n'en a pas parlé, mais on a évoqué rebond offensif. Aussi. On a évoqué le cas Nasrid, il leur faut du rebond. En fait, cette équipe, elle pâtit de l'accident industriel qui est devenu Richard Holmes, en fait, qui aurait dû être le joueur, justement, qu'on est en train de décrire et qui est devenu, comme je l'avais dit, un point mort un peu dans le cap des Kings. Quelque chose à rajouter? Vas-y, Gabin. Moi, je trouve que t'es un peu condamné avec Sabonis 5, donc les questions de défense sous le cercle et de rebond, tu ne peux pas les résoudre, tout simplement. Parce que sinon, on aurait pu imaginer un scénario avec Keegan Murray qui bascule poste 3 et Sabonis 4. Tu rajoutes un pivot à côté. Sauf que si le pivot, c'est pas Brook Lopez, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et donc, il y a Free Agency, pareil, il n'y a pas de joueur qui remplirait ce rôle de 5 qui peut s'écarter et qui a une défense élite au cercle. Donc dans ce cas-là, ces questions-là, je pense pas qu'elles puissent être répondues à part sur le banc. Alors, t'es un peu condamné avec ça. Je réagis à ça. Je suis d'accord et pas d'accord. Déjà en termes de profil, Nasrid en fait c'est ce profil en vérité. C'est un pivot qui stretch et c'est pour ça tout à l'heure d'ailleurs Ben disait, je pense que le fantasme du côté de Sacramento c'est de le ramener pour que Sabonis rejoue en 4. Mais pour moi, même si Nasrid stretch, ça ne résout pas le problème. Pour la bonne et simple raison que Sabonis est un pivot. Il y a pas de doute là-dessus. Son rôle est d'être pivot et c'est pas difficile de s'en rendre compte puisque l'exemple, on l'a eu du côté de Indiana. Il a joué avec Miles Turner. Ça devait être le meilleur duo possible. En fait,
clairement, Miles Turner, comme Brook Lopez à un niveau peut-être supérieur, Miles Turner aurait dû être le parfait pivot pour Sabonis. C'est-à-dire Sabonis pivot en attaque et 4 en défense, et Turner 4 en attaque et 5 en défense. Ça n'a pas vraiment marché, et ça a peut-être même limité les deux finalement à ce niveau-là. C'est pour ça que même une association avec Naz Reid qui correspond à ce profil, je n'y crois pas trop. Et je pense que c'est surtout l'idée pour moi de récupérer Naz Reid, c'est d'avoir vraiment de très bonnes minutes en seconde unit d'un pivot, et qui t'apporte quelque chose un peu différent aussi de Sabonis. Maintenant, ce serait peut-être du gâchis justement, surtout qu'il va probablement coûter assez cher en vérité, Naz Reid. Donc j'ai cité que c'était une bonne piste, mais en fonction du prix, tu les mets pas forcément sur un pivot backup, et tu vas peut-être plus chercher de la profondeur à l'aile pour justement combler tous les problèmes, sachant que au niveau du backcourt, on est déjà pas mal, même si j'ai mes réserves sur Davion Mitchell. Avec Fox, Werther, Monk, on est déjà sur une équipe qui est plutôt bien armée à ce niveau-là. Ouais, vraiment un 3, et à voir ce qu'ils peuvent faire. J'ai l'impression que le chantier sera pour une autre année, et que là, ça va repartir avec Harrison Barnes, même si c'est pas forcément ce que j'ai envie. Et sinon, si on a besoin d'un ailier, j'invite tous les fans des Kings à regarder le Final Four de l'Euroleague. J'espère que cet épisode sortira avant, parce que c'est ce week-end. J'ai un doute. Mais on a l'ailier de... La réponse à cette question est non. Mais oui, vas-y. Eh bah, très bien. J'espère que vous avez regardé au passé le Final Four pour voir Olympiakos, l'équipe grecque. Parce que l'ailier Sacha Vezenkov devrait rejoindre l'effectif l'année prochaine. Bon, ça serait pour normalement un rôle sur le banc, mais ça peut quand même être intéressant. Là, il a 27 ans, donc il est à son prime. Je sais pas du tout ce que ça peut donner en NBA, mais c'est toujours un ailier intéressant à tester. Et deuxième chose, l'équipe normalement devrait progresser, parce que dans les 4 joueurs importants, donc quand on prend Keegan Murray, Kevin Huerter, De'Aaron Fox et Domantas Sabonis, le plus âgé c'est Sabonis à 26 ans. Donc t'as quand même une marge assez énorme pour progresser. Et par exemple, j'ai vu beaucoup d'analystes espérer une énorme progression de Keegan Murray, ce qui en soi est possible parce qu'il est jeune encore. Donc ne pas aller trop vite avec cette équipe peut-être. Juste, je voudrais ajouter, si on part un peu dans le basket fiction, parce que là je venais d'y repenser, moi je suis les Kings, j'hésite pas à donner un beau contrat à Max Strus, pour le coup. Il correspondrait parfaitement à ce dont ils ont besoin, et il ne gâcherait pas le spacing des Kings. Est-ce que le Heat va pas le garder? J'avais vu si, certainement, mais je dis juste, si je suis les Kings, je le tente. Ouais. On peut remarquer qu'entre les différents post-mortem, on cite souvent les mêmes noms. Donc, c'est des noms dont les agents seront assez contents. Pour un peu conclure et rajouter et peut-être résumer ce que vous avez dit, moi, je remarque qu'avec cette construction des Kings, c'est assez difficile. Alors, c'est difficile. Les dernières pièces sont toujours les plus difficiles à trouver, mais pour eux, c'est vraiment, vraiment difficile. Parce que le profil d'un Sabonis, tu l'as très bien résumé, Amine, il a déjà joué avec ce qui devait être à l'époque le profil parfait pour lui. Ça n'a pas marché. Et vous avez parlé de la progression des jeunes joueurs, notamment d'De'Aaron Fox. La progression aussi, c'est est-ce qu'on peut l'espérer? Je sais pas, c'est du mi-distance pour un Sabonis en fait, parce que c'est aussi ça cette série contre les Warriors, pour refermer la boucle, c'est qu'à un moment, Draymond Green, c'est un défenseur all-time, il sait qu'il a pas à défendre le mi-distance contre Sabonis, et tout le jeu de hand-off là-dessus est sanctionné en partie à cause de ça en fait, parce que il a plus cette peur que Sabonis que Sabonis tire tout simplement. Donc c'est un point d'amélioration, mais moi je serais un peu plus sceptique sur la progression, parce qu'un mec au tir qui va aller sur sa 27e année, tu deviens pas une menace à mi-distance. Et encore une fois, pour être encore un peu plus long, il y a le fait d'être une menace et le fait d'être respecté en fait. Même si l'année prochaine il commence à tirer, je pense que Draymond Green dans la prochaine série de playoffs, il le respectera toujours pas. Donc à voir. C'est pour ça que je disais que je pense que la vraie variable d'ajustement interne, elle est plus sur Fox. Même si j'y crois pas forcément, il sort déjà d'une saison exceptionnelle. Est-ce qu'il est capable de mieux que ça? Mais n'empêche que je pense que c'est sur lui quelle est la variable d'ajustement interne. Si Fox devient encore plus fort, pourquoi pas ces Kings? C'est devenu une star, le véritable visage de la franchise. Dans un monde parfait, c'est lui qui porte la nouvelle équipe des Kings qui va en play-off pendant 5 ans d'affilée.
Donc à voir pour Fox maintenant, ouais, comme tu dis, j'ai un peu de réserve. J'ai l'impression qu'on a peut-être vu son plafond. Par exemple, en playoff contre les Warriors, il a vraiment survolé le niveau. Il a réussi à atteindre des plafonds qu'il n'avait pas encore atteints. Ça n'a pas suffi. Maintenant, est-ce qu'il peut faire mieux que cette série de playoffs contre les Warriors? Je suis pas sûr. On va lui laisser le bénéfice du doute. Ouais. Pour conclure, je pense qu'il faut se rappeler que entrer, si on schématise, entrer dans le top 50-40 NBA, ça va, mais c'est entrer, et comme tu l'avais dit, Amine, c'est à partir, quand tu commences à passer cette espèce de groupe-là, chaque année on en parle dans le DH20 entre 15 et 30, quand tu t'extirpes de ce groupe-là, c'est extrêmement difficile en fait. Des mecs qui s'extirpent vraiment de ce groupe-là, c'est quoi? C'est Ja Morant quand il est sur le terrain récemment, etc. Donc c'est vraiment difficile, donc à voir. Après, peut-être pour excuser De'Aaron Fox, il tombe sur quand même un top 5 NBA qui met 50 points dans un match 7. Donc bon, je vais pas lui tomber dessus pour pas réussir à répondre à ça, quoi. En plus, un mec qui est dans une équipe qui a une expérience nettement plus importante de ce genre de joute de playoff que ces Kings-là, donc il n'y a pas à leur en vouloir. Les gars, du coup, bilan extrêmement positif. Je suis content parce que je fais beaucoup de post-mortem, Amine qui est présent aussi, et je suis content de dire du positif, enfin. Donc, surtout que là, avec ce qui nous reste, sur le premier tour, il y aura plus de positif. Hein, parce que sur le premier tour, il nous reste Clippers et Bucks. Alors après, au tour prochain, on aura les Knicks. Et c'est tout. Hein, c'est en gros, on a pratiquement grillé le positif hein, sur les post-mortem maintenant. Donc, Ouais, fan des méchant. Kings. Les Clippers, s'ils sont blessés, on verra la saison prochaine. Ouais. Allez à l'année pro. Je pense qu'un certain Constant sera totalement d'accord avec ça. Là, on a. Alors là, pour vous dire, hein, parce que je vais déjà faire la preview d'un futur épisode. Constant nous annonce depuis à peu près 6 mois qu'il veut être dans cet épisode-là, quand même, hein, de manière récurrente. Donc, je me suis arrangé dans le planning pour qu'il y soit. Donc, ça doit être une masterclass. Hein, voilà. On met la pression. Je crois qu'il y a quand même aussi un peu de méthode Coué de la part de Constant, parce qu'il dispose de certains pics des Clippers. Donc, il espère que ça s'effondre. Complètement. Hein, il n'est pas du tout objectif dans la manœuvre, clairement. On l'a tous grillé. Très bien. Et bien du coup, on vous invite à nous suivre comme d'habitude, je le répète, sur les plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. N'hésitez pas à nous laisser, j'ai vu ça maintenant, cette magnifique évolution sur Spotify. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur le podcast que vous avez pensé de cet épisode notamment, et on se fera un plaisir on peut publier certains commentaires. Donc si vous souhaitez que votre commentaire soit publié, n'hésitez pas à le poster. Suivez-nous également sur Apple Podcast et sur YouTube. YouTube, on devient de vrais YouTubeurs. Ça sort tout le temps à 19h15. On vous le rappelle à chaque fois sur Twitter, là où il faut aussi s'abonner. Donc nous, on va prendre un peu de repos, on va digérer aussi parce qu'en parallèle, il y a les finales de conf et on a spoilé le résultat du match de la nuit à Gabin. Désolé. Donc on va laisser Gabin rattraper le match de la nuit et puis on se retrouve très vite pour un nouveau post-mortem. Salut. Salut.